Madame la ministre, mes chers collègues, nous recevons, en vous priant de bien vouloir excuser les quelques minutes de retard, Madame la ministre, nous recevons Madame Valérie Fourneron, ministre des Sports, de la Jeunesse, de l'Éducation populaire et de la vie associative. Je vais avec vous, comme avec tout le monde, Madame la ministre, vous demander de bien vouloir, parce que c'est une commission d'enquête parlementaire, prêter serment, de lever la main droite et de dire « je le jure ». Après nous avoir dit, je dirai la vérité, toute la vérité, si vous le voulez bien. Je dirai la vérité, toute la vérité, je le jure. Merci, madame. Le public étant un peu moins nombreux que lors de l'audition précédente, pour l'instant, ils vont revenir. Il s'agissait principalement d'amis de la presse. D'autres vont, enfin, les remplacer, oui, les mêmes vont revenir et ils sont sans doute en train de demander des explications complémentaires aux personnes que nous avons reçues avant vous, Madame la Ministre. Ce que je peux vous proposer, c'est de faire un propos liminaire d'environ un quart d'heure, plus 3 minutes, moins 3 minutes, c'est vous qui jugerez de la longueur, sur ce que vous pensez de la lutte contre le dopage, et ensuite les membres de cette commission d'enquête, à commencer par le rapporteur, auront sans doute des questions complémentaires à vous poser. Donc c'est une méthode très simple. Nous vous écoutons, Madame la Ministre. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, Messieurs les sénateurs. Permettez-moi effectivement d'ouvrir ce moment d'audition par un propos introductif. Je vais essayer le plus brièvement possible, mais l'ensemble des facettes du dopage sont tout de même importantes, à essayer de les aborder avec vous cet après-midi. Car c'est bien sûr la ministre des Sports, de la Jeunesse, de l'Éducation populaire et de la vie associative qui est là, celle qui est responsable pour le gouvernement dans notre organisation de la lutte contre le dopage en France et de l'efficacité de cette lutte contre le dopage. Mais j'ai envie de vous dire et de vous expliquer pourquoi ce sujet de la lutte contre le dopage, pour moi, un sujet extrêmement important, peut-être très structurant finalement dans mon parcours professionnel et aujourd'hui, du coup, qui explique mon engagement. Puisque c'est en 87, ça ne va pas me rajeunir, t'es médecin inspecteur régional jeunesse et des sports et que j'ai eu dans cette fonction à coordonner tout début la lutte contre le dopage, l'organisation des contrôles et même pour tout vous dire, la dernière fois et la seule fois où j'ai prêté serment, c'est aujourd'hui la deuxième, c'était comme médecin contrôleur. Et en 89, quand j'ai eu ensuite à diriger la mission de médecine du sport, la politique était assez loin de mon univers à cette époque. J'ai eu à diriger le bureau de médecine du sport du ministère des Sports, qui était un secrétariat d'État à l'époque. Et c'est à cette occasion que j'ai eu à contribuer à la rédaction de la loi dopage de 89, dont il faut se souvenir peut-être que c'est le moment où on sort le sportif dopé de la juridiction pénale, concerne à ce moment-là les seuls trafiquants, jugeant que la temporalité juridique n'était pas adaptée à la temporalité sportive. C'est ce moment où on se fait confiance au mouvement sportif et à ses règlements disciplinaires, donc dans la responsabilité de sanctionner les contrevenants, et ça affirme à cette occasion le rôle de l'État pour la première fois dans la protection de la santé des sportifs. Quelques fonctions de médecin du sport dans différentes équipes et c'était pour moi absolument nécessaire. Ensuite, il y a toujours de ces responsabilités professionnelles. J'étais amené après l'affaire Festina, donc en 98, à participer au groupe interministériel qu'avait mis en place Marie-Georges Buffet et Bernard Kouchner, qui était sous la présidence du professeur Escande. Et nous avions, dans ce cadre-là, fait évoluer aussi le dispositif législatif et participé à la dynamique internationale de mise en place de l'Agence mondiale antidopage. Je suis devenue en janvier, vous le savez, la représentante du continent européen au sein du comité exécutif de l'Agence mondiale antidopage.
Par ces éléments, pas question de faire une quelconque valorisation d'un parcours personnel, mais bien de vous dire que c'est au cœur des préoccupations que j'ai comme médecin, que j'ai pour lutter contre à la fois l'éthique du sport et protéger la santé des sportifs. Et je voudrais vous remercier d'avoir pris cette initiative et de la qualité du travail que vous avez pu effectuer à l'occasion déjà de ces auditions et des déplacements qui, je le sais, ont permis d'alimenter votre réflexion collective et votre commission d'enquête. L'USADA a permis en 2012 de montrer aux yeux du monde entier que celui qui se prétendait être le plus grand des champions était en réalité le plus grand des tricheurs. Amené à dire à plusieurs reprises que nous ne devions pas laisser passer cette affaire Armstrong comme une affaire de plus dans la lutte contre le dopage, s'ajoutant effectivement à la liste des affaires Festina ou Puerto. Il doit, pour nous, y avoir un avant et un après, et c'est de notre responsabilité à tous. Et le Sénat s'est pleinement saisi de ce sujet au sein de votre commission. Commission qui a permis d'entendre nombreuses personnes sur ce sujet, avec des sentiments sans doute différents, tantôt de l'engagement et du volontarisme, tantôt un peu du fatalisme ou de la résignation à ce que j'en ai lu, tantôt un peu du repli sur soi. Mais nous avons appris et été, je crois, étonnés, ensemble des auditions que j'ai pu lire, à la fois de témoignages de certains qui ne veulent pas voir ou savoir ce qui se passe, d'autres qui remettent en cause les principes mêmes de la lutte contre le dopage, qui pensent presque que le dopage n'est pas un problème dans le sport. Nous avons été émus aussi par les aveux de certains, les explications du pourquoi des pratiques, le décès tragique de Philippe Gaumont la veille de son audition également. Aujourd'hui, témoigner devant la représentation nationale, devant votre commission d'enquête, de l'action de mon ministère et des principes qui la guident, une action qui s'est inscrite dans la continuité des différents gouvernements. Il me semble, répondre dans un premier temps, vu l'ensemble de l'ambiance générale de cette commission d'enquête et des auditions que vous avez faites, à un élément qui est finalement le plus simple. Pourquoi lutter contre le dopage? Préserver l'éthique du sport, protéger la santé des sportifs sont les deux éléments de réponse. La première est évidente, préserver l'esprit du sport, l'éthique du sport, et sans rentrer dans un exercice toujours compliqué de la définition, il me semble que le sport est caractérisé par deux choses, l'égalité des chances et l'incertitude du résultat. Le dopage remet fondamentalement en cause cette égalité des chances. D'aucuns diront que les conditions d'entraînement, les différences physiques entravent déjà cette notion d'égalité, mais ceci n'a rien à voir. Si parfois les techniques d'entraînement, de plus en plus sophistiquées, de récupération, cela ne modifie pas fondamentalement le profil physiologique d'un sportif. Et le dopage, s'il modifie les critères sanguins, modifie la puissance musculaire plus que n'importe quel programme de musculation, permet de décupler aussi la puissance développée, comme le montrent certaines études, encore les plus récentes sur le cyclisme, sur ces nombres de watts calculés, développés, occasion des étapes. C'est ça qu'il existe une liste de produits interdits. C'est pour ça que les sportifs ne peuvent pas prendre toutes ces substances et utiliser toutes les techniques. Cette liste, je crois qu'il est bon de le rappeler, elle est établie à partir de critères, avec 3 critères déterminants: amélioration de la performance, danger pour la santé des sportifs, contradiction avec l'esprit du sport. Si 2 de ces critères sont remplis, alors le produit est interdit. Les critères sont justes car ils incluent la performance, l'esprit du sport et la protection de la santé des sportifs. Il a longuement été évoqué dans les dernières discussions, j'y reviendrai, sur la révision du Code mondial antidopage, auquel j'ai pris part donc récemment, sur la possibilité de rendre obligatoire le premier critère, c'est-à-dire l'augmentation de la performance. Nous avons obtenu finalement qu'il ne change pas, et il s'agit d'une bonne nouvelle, car il était essentiel pour nous que restent sur le même plan les critères de la performance et les critères de la santé des sportifs. Car
Nous, c'est bien la deuxième partie de cette réponse à pourquoi lutter contre le dopage, préserver la santé des sportifs. Et là encore, j'ai entendu, lu, vu que nous ne connaissions pas finalement les risques du dopage pour la santé des sportifs. Quelques discours qui banaliseraient des pratiques dangereuses. Médecin comme ministre, oui, le dopage est dangereux et les pratiques dopantes font courir un risque majeur à nos athlètes. Je ne vous prendrai pas l'ensemble des effets secondaires, je pourrais le faire longuement, des stéroïdes, des stimulants, de l'EPO, mais combien on a pu malheureusement découvrir par des premiers accidents d'obstruction vasculaire, de thrombose, le risque d'augmentation de la viscosité du sang et de l'utilisation de l'EPO, et on l'a vu, c'est-à-dire parce que ce sont les sportifs qui ont servi de cobaye. Combien, vous-même peut-être, quand vous êtes amené à prendre des corticoïdes sur une sinusite, vous avez bien pu constater qu'il valait mieux les prendre le matin que le soir, tellement il y avait, un sentiment d'excitation, de repousser un peu ses limites. Et donc, on a aujourd'hui une réalité scientifique, largement validée. Les études sont nombreuses, celle de 2006, celle de Spitzer qui est très intéressante sur l'ensemble de ce qui s'est passé en Allemagne dans un autre temps, sur les conséquences sur toute une population de jeunes sportifs. On a cette dernière étude qui est celle sur les footballeurs italiens qui 7 à 8 fois plus, je ne dis pas de chance, de malchance d'avoir une sclérose latérale amyotrophique, 2 fois plus de cancer sur une population de 24 000 sportifs qui a été étudiée. Alors, oui, lutter contre le dopage, c'est lutter pour l'éthique du sport, la sincérité du résultat, mais aussi la protection des sportifs. Et le rôle du ministère, c'est bien sûr d'abord de faire respecter l'arsenal législatif qui existe et de contribuer avec l'aide du Parlement à l'améliorer en permanence. Depuis la loi Herzog, dès le 1er juin 1965, a fait de la France le premier grand pays européen à se doter d'une législation réprimant le dopage jusqu'à la promulgation de l'ordonnance du 14 avril 2010. La lutte contre le dopage est motivée par cette promotion et cette défense de l'éthique et cette défense de la santé des sportifs. Objectif de se conformer aux conventions internationales de lutte contre le dopage auxquelles la France a adhéré, celle du Conseil de l'Europe de 89, celle de l'UNESCO de 2005, qui comporte en appendice le Code mondial antidopage. Vertu de la loi de 65, le fait de s'être dopé, s'il a été intentionnel, constitue un délai sanctionné pénalement. Ensuite, c'est la loi Bambuck de 89. Je l'ai dit, le fait de se doper ne relève plus du pénal. En revanche, la pénalisation de ce qu'on peut déjà appeler le trafic des produits dopants peut conduire jusqu'à 10 ans d'emprisonnement. En 99, c'est la loi Buffet qui vise à la fois la prévention, le renforcement de la protection de la santé des sportifs, la mise en œuvre d'un suivi médical longitudinal, tout en prévoyant donc une lutte renforcée contre les pourvoyeurs. En 2006, c'est la loi Lamour qui réalise la première transcription en droit français du Code mondial antidopage de 2003 et un texte qui recentre les missions du ministère vers la prévention, la protection du public, la promotion de la santé et la recherche. Dans ces textes, il n'y a ni la détention, ni les autres activités caractérisant un trafic. Par conséquent, à ce moment-là, les services de police judiciaire ne disposaient pas d'instruments juridiques leur permettant de faire face à la réalité des modes opératoires des trafiquants. En 2008, la loi Laporte met à jour le droit français avec le droit international et la Convention internationale contre le dopage dans le sport sous l'égide de l'UNESCO, adoptée en 2005, impose aux États parties dans son article 8 de limiter la disponibilité, l'utilisation dans le sport des substances dopantes, lutter contre le trafic en limitant la production, la circulation, l'importation, la distribution et la vente de ces substances et procéder aux sportifs. Le nouveau Code mondial est adopté à Madrid en novembre 2007, fait également une exigence forte de l'ensemble de cette lutte sur les trafics. Ces dispositions, elles ont conduit la France à créer une nouvelle infraction, l'infraction pénale de détention des produits dopants,
permettant aux enquêteurs d'engager les procédures visant à remonter et démanteler les filières de distribution. Le panel des incriminations pénales existantes en matière de trafic est donc complété. Et tous ces textes sont désormais intégrés dans le Code du sport au titre 3, donc santé des sportifs et lutte contre le dopage. C'est la préservation de la santé qui, outre la lutte contre la tricherie, a toujours conditionné la position du ministère des Sports en cohérence avec celle du mouvement sportif sur le sujet. Sur ce registre, ma conviction sur ce débat sur la pénalisation de l'usage des produits dopants par l'utilisateur, qui pose plusieurs difficultés, ma conviction est claire. Je dirais même ferme. Je suis opposé à la pénalisation de l'usage. J'ai eu l'occasion de l'expliquer il y a plusieurs mois, car il me semble que de concert, là encore, dans ce travail depuis plusieurs années avec le mouvement sportif, je suis convaincu que le sportif doit être protégé et non condamné, que le problème du dopage est un enjeu de santé publique avant d'être un enjeu pénal. Quand un sportif se dope pour gagner, se met en danger, il joue les cobayes humains, étant des produits dont les effets à terme sont inconnus. Les scientifiques ne peuvent pas, ne doivent pas conduire des études, ou éventuellement sur les rats de laboratoire, en utilisant des doses énormes sur des patients qui ne sont pas malades. Et donc la base scientifique, malheureusement, est souvent le sportif qui lui-même se retrouve dans une situation d'être le cobaye qui n'a pas pu être celui d'études scientifiques du fait d'un détournement de l'utilisation du produit et de sa dose. Et donc, quand un sportif se dope, il se met en danger. C'est aussi sous cet aspect qu'il faut considérer, je crois, la lutte contre le dopage, condamner pénalement. Les tricheurs, c'est se mettre en position de défiance envers les sportifs, en position de défiance envers les fédérations. Le rôle du ministère des Sports, il me semble, n'est pas de créer un climat pénal autour du sport, mais bien de protéger les sportifs et donc de protéger le sport. C'est cette conviction qui, vous l'imaginez, n'enlève rien à ma détermination de lutter contre le dopage. Je ne serais pas complète sur la législation si je n'évoquais pas, surtout avec vous, la loi du 12 mars 2012, qui, grâce au travail du Sénat, aux amendements que vous aviez déposés, met en place le profil biologique pour certains paramètres des sportifs et en réserve son usage à un certain nombre de sportifs de haut niveau. Ces sportifs étant parallèlement assujettis au dispositif de géolocalisation. Le passeport biologique de l'athlète, il est aussi un outil développé par l'Agence mondiale antidopage. Sa généralisation fait partie des recommandations aujourd'hui du rapport Pound. Il consiste donc en la réalisation de ces séries d'examens biologiques à base de paramètres avec des règles opérationnelles rigoureuses et donc d'examens qui sont consignés dans un document, passeport biologique de l'athlète, que des experts ensuite vont évaluent sur la durée. Et donc c'est une nouvelle approche de preuve non analytique et de protection de la santé des sportifs. Sur ce sujet, comme sur d'autres, la France reste en pointe. Et un comité de préfiguration, même si je sais, certains aimeraient que ça avance plus vite, mais un comité de préfiguration est en cours, présidé par l'Agence française de lutte contre le dopage. Il doit se réunir une dernière fois en juin prochain, avant de finaliser ensuite le rapport qui aboutira donc à ce comité d'experts, un décret en Conseil d'État. Bref, ces dispositions sur le passeport biologique, elles ont vocation à devenir universelles et à être discutées dans ce cadre plus large du Code mondial antidopage. Donc l'arsenal législatif, il est important, en perpétuelle évolution. Le Parlement a joué pleinement son rôle à chacune de ces étapes et les textes continueront à s'enrichir, à commencer par les propositions qui, je le sais, ne manqueront pas de sortir de votre commission d'enquête. Mais le rôle du ministère ne se limite pas aux textes, à leur application, et la direction des sports travaille aussi activement sur l'ensemble des volets de la lutte contre le dopage, des volets de prévention, des volets d'organisation collective,
avec ce plan de prévention 2013-2016 que nous avons arrêté. Un volet grand public d'abord, avec l'association du ministère de la Direction des Sports aux travaux du Conseil supérieur de l'audiovisuel pour la diffusion de programmes concernant la lutte contre le dopage avec des kits de communication qui sont à disposition du CSA, avec un élargissement de la possibilité de les voir sur les écrans, avec aussi la sensibilisation des usagers des clubs de remise en forme, portée par l'implication avec ce ministère de la Fédération française d'haltérophilie. On étudie en ce moment la possibilité de pouvoir exercer des contrôles, d'engager des enquêtes dans les salles de remise en forme du secteur commercial, sachant que ces salles doivent être en conformité avec la réglementation sur leur encadrement en termes d'établissement d'encadrement d'activités sportives, la mise en place aussi du numéro vert et écoute dopage, porté donc par Dopage Info Service. En termes de chiffres, j'ai cherché les chiffres, on est en moyenne 338 appels par mois, à environ 240 courriels par mois. La création, vous le savez, des antennes médicales de prévention du dopage, moyenne pour l'ensemble des antennes médicales, 1000 consultations par an, ça fait à peu près 42 par antenne. Et elle bénéficie, en termes de financement, de la part territoriale du Centre national de développement du sport. Mise aussi à disposition d'outils de sensibilisation, travail conjoint avec la MILT. Le deuxième, ça c'est le grand public. Le deuxième axe indispensable est celui à destination du mouvement sportif, donc le soutien financier aussi des fédérations qui s'engagent dans des programmes de prévention du dopage. Et sur ce chapitre, en dépit de quelques contraintes budgétaires qui n'ont échappé à personne, les moyens des fédérations pour la lutte antidopage ont été entièrement préservés sur le budget 2013. Soutenir également les territoires par le biais des projets de clubs qui intègrent des projets de sensibilisation de leurs adhérents. Enfin, nous avons défini en juillet dernier une norme qualité AFNOR qui garantit aux sportifs l'assurance de la qualité des compléments alimentaires lorsqu'il y a donc cette norme AFNOR. Donc les actions de travail de la direction des sports sont nombreuses. Elles doivent être, je le sais, sans cesse améliorées et approfondies. Le ministère des Sports est enfin le financeur majeur, principal, de l'acteur majeur de la lutte contre le dopage de la puissance publique, qui est bien sûr l'Agence française de lutte contre le dopage, autorité administrative indépendante. Je veux souligner les avancées considérables qui ont été faites ces dernières années et qui ont permis, comme lors du Tour de France 2008, de dépister les tricheurs. Mais je pense qu'il faut toujours être attentif à dire ces résultats positifs. Une agence comme la FLD ne peut fonctionner correctement sans un secteur des contrôles qui soit efficient et sans une recherche de pointe. Et afin de préserver la pertinence, le caractère inopiné des contrôles, le secteur qui en a la charge doit, conformément à l'esprit de la loi, jouir d'une totale indépendance pour tous ces aspects techniques, fonctionnels. Moi, c'est réaffirmer ici l'attachement du gouvernement à ce principe essentiel, qui doit s'exercer dans le cadre du plan stratégique annuel, du budget qui est imparti à l'agence, après adoption par son collège. Nous pouvons sur ce sujet, certes, nous féliciter de plus de 80% des contrôles qui sont aujourd'hui inopinés, comme l'a précisé le président Genevoix dans son rapport d'activité qui vient d'être publié. Et pour accroître son efficacité, convaincu que le secteur chargé des contrôles doit pouvoir s'appuyer, outre sur une démarche d'investigation qui lui est propre, sur une collaboration étroite avec la gendarmerie, la police, les douanes. Au sein de l'agence, il doit pouvoir collaborer avec le secteur en ayant en charge l'instruction des dossiers, le secteur scientifique qui notamment aura la mission d'assurer le suivi du profilage biologique. Tout ce travail qui mérite d'être salué de tous les agents du ministère, de tout le personnel de l'Agence française de lutte contre le dopage, permettra, je n'en doute pas, à la France de rester un pays moteur. Mais là encore, nous le savons, ça ne suffit pas et nous avons besoin de mieux coordonner nos actions,
de se fédérer autour de nos convictions. Et cela dépend de nous, le gouvernement, le ministère, du législateur, du mouvement sportif, mais également de l'international. Nous savons tous que dans l'époque mondialisée dans laquelle nous vivons, la lutte contre les trafics, contre les tricheurs se joue aussi au-delà de nos frontières. Et vous avez fait de nombreux déplacements dans le cadre de cette commission d'enquête, sans nul doute sur ce registre fort utile. Ce sens, l'un des rôles de mon ministère est aussi d'assurer le rôle moteur de la France. Plusieurs instances incontournables dans la lutte contre le dopage, Conseil de l'Europe, précurseur sur le sujet avec le texte de 89, UNESCO, encore il y a quelques jours à Berlin, à la convention de l'UNESCO, au MINEPS, convention internationale de 2005, adoptée par plus de 170 pays, et l'AMA, bien sûr, qui a la responsabilité de la lutte antidopage à l'international et celle essentielle de la rédaction du Code mondial antidopage qui s'impose à toutes les fédérations internationales et que l'UNESCO impose comme base juridique à tous les pays signataires de sa convention. Le travail au Conseil de l'Europe, il consiste essentiellement dans deux groupes. À la fois le groupe de suivi de la lutte contre le dopage, dont la principale mission est de veiller au respect du traité par les États parties. Le CAAMA, qui est le comité dit ad hoc européen pour l'Agence mondiale antidopage, comité d'experts qui est chargé de coordonner la position de l'Europe au sein de l'Agence mondiale antidopage. La France est évidemment représentée au sein de ces groupes par la direction des sports du ministère et le rôle du CAAMA est vraiment essentiel en amont des comités exécutifs, j'ai pu, vous l'assure, m'en rendre compte, et des conseils de fondation de l'AMA. Ce rôle moteur est fort que joue le Conseil de l'Europe pour fédérer les pays européens autour de la lutte contre le dopage. C'est l'UNESCO qui le joue à l'international avec la conférence des parties, conférence statutaire qui a lieu tous les 2 ans pour examiner la mise en œuvre, le suivi de la Convention internationale. Cette conférence, elle nourrit plusieurs objectifs, dont celui de fournir une plateforme d'échange et de débat. À ces 2 organes de coordination des États, au niveau européen, au niveau mondial, il faut donc ajouter l'AMA, qui fait le lien avec le mouvement sportif. 50% de représentants du monde sportif, 50% des autorités publiques, un représentant par continent. C'est aujourd'hui l'institution centrale de la lutte contre le dopage. Elle édicte les règles pour le Code mondial. Elle est aussi motrice sur la recherche, l'éducation, la prévention. C'est l'institution centrale parce qu'elle accrédite et désaccrédite les laboratoires, parce qu'elle travaille en lien avec les pays en retard ou avec ceux qui vont accueillir des compétitions internationales. Il me semble, en tant que membre du comité exécutif, indispensable d'évoquer avec vous les 2 sujets d'actualité essentiels pour l'avenir de la lutte contre le dopage et pour la lutte internationale. La révision du Code et le rapport de Dick Pond, l'ancien président de l'AMA, sur l'efficacité de la lutte contre le dopage. Sur le travail sur, on est à la version dite 3.0 du Code mondial révisé. Je ne vais évidemment pas vous faire une liste de l'ensemble des articles qui pourraient évoluer, mais juste quelques points qui me semblent essentiels. D'abord, celui concernant les sanctions. C'est sans doute une des modifications les plus visibles du nouveau Code. Le passage de 2 à 4 ans pour la sanction quand un contrôle est positif sur une substance dite lourde. Cette position européenne, également défendue, elle est, me semble, une bonne nouvelle. D'abord, pour dire et rappeler qu'on ne transige pas avec la lutte contre le dopage, mais nécessaire quand on voit le nombre de récidivistes qui, après 1 ou 2 ans de suspension, reviennent et se font de nouveau prendre. Concernant les pouvoirs d'investigation, l'agence se voit confier la possibilité de lancer ses propres enquêtes sur les violations des règles antidopage. Cela apparaît d'autant plus important que toutes les leçons de l'affaire Armstrong n'ont pas été tirées et
à l'initiative de la France, à l'initiative de l'ensemble des pays européens, groupés ensuite avec les États-Unis et tous les continents, nous avons signé une lettre commune demandant à l'ensemble des autorités publiques de soutenir l'AMA sur ce rôle essentiel de pouvoir avoir des commissions d'enquête totalement indépendantes quand l'actualité le justifie. Sujet important autour du respect des droits de la personne. Alors, avoir ce principe aussi de la proportionnalité de la sanction, de l'importance de la prévention et de l'éducation. De nombreuses remarques, de nombreux amendements ont été pris en compte sur ce respect des droits de chacun. Le Code doit respecter effectivement un certain nombre de droits, les exigences européennes en termes de protection des données individuelles, des droits de l'homme, de l'égalité devant la justice. C'est aussi en ce sens que la période pour comptabiliser les no-shows, les fameux 3 no-shows, sera réduite de 18 à 12 mois, en tous les cas dans la version actuelle. La version n'est pas encore définitivement arrêtée, elle le sera à Johannesburg à la fin de l'année. Concernant le rôle des acteurs, renforcement du rôle des agences nationales par rapport aux fédérations internationales. Les organisations nationales antidopage auront la possibilité automatique, et non pas après avoir demandé l'autorisation à l'AMA, d'effectuer des contrôles additionnels sur les compétitions internationales organisées sur leur territoire, dès lors que la fédération internationale la mandate pour prendre en charge des contrôles. Le Code pourrait encore aller plus loin en ce sens, pour qu'en cas de carence des fédérations internationales, les agences nationales puissent automatiquement prendre le relais. Nous sommes très attentifs à ce sujet, car il est extrêmement difficile d'être juge et partie. Donc pas faire injure au mouvement sportif, mais bien au contraire, de dire que des instances neutres doivent pouvoir être l'acteur principal des contrôles. Concernant enfin les décisions thérapeutiques pour lutter contre le dopage, c'est à noter que de nouvelles décisions ont été prises concernant les fameuses AUT, autorisations à usage thérapeutique, qui pourront désormais être contestées par les agences nationales ou par les organisateurs de compétition. Le maintien sur un pied d'égalité, je l'évoquais tout à l'heure, des 3 critères définissant les produits dopants. C'est une inquiétude, parce que ça permet de maintenir les corticoïdes sur la liste des substances interdites. L'utilisation donc des données du passeport biologique du suivi longitudinal comme preuve de dopage a été renforcée. Et dans le même temps, les seuils de détection pour le cannabis seront relevés. C'est là aussi une nouvelle satisfaisante pour la lutte contre le dopage, car les traces de THC restent très longtemps, on le sait, dans les urines, et de ce fait, nous avions une avalanche de contrôles positifs, du coup de procédures en cours qui étaient le fait, je veux dire, d'un usage qui était loin de là, l'usage pour la performance le jour de la compétition et qui multipliait les procédures de contrôle positif. C'est donc sans intention d'utiliser un produit pour améliorer la performance. L'autre sujet majeur est le rapport de Dick Pond sur l'inefficacité de la lutte contre le dopage. Dans ce rapport, on pourrait dire sans concession, de mai 2013, l'ancien président met en exergue les difficultés, les défauts d'organisation. Il interpelle tous les acteurs de la lutte contre le dopage et dresse un certain nombre de recommandations. Tout le monde est mis face à ses responsabilités, sans tabou. Le rapport propose la possibilité pour les ONAD, donc les agences, de contrôler les sportifs étrangers sur son territoire, plus d'obligations d'échange d'informations avec les fédérations internationales, l'obligation de conformité au code pour tous les États et toutes les fédérations, plusieurs éléments autour de la généralisation du passeport biologique et l'indépendance des ONAD face à toute pression extérieure. Mais l'enjeu principal de ce rapport sera surtout de se prononcer sur le positionnement à l'avenir de l'AMA, sur son rôle dans la lutte contre le dopage.
Pour certains, l'agence doit être un prestataire de services des fédérations internationales et pour d'autres, comme les gouvernements, les autorités publiques, doit être avant tout une agence de régulation et de conformité au code des différentes parties prenantes. Le prochain comité exécutif donc, de l'AMA se déroulera le 11 septembre prochain à Buenos Aires, aura une importance capitale car nous aurons dans ce cadre, au sujet de la révision du code, mais surtout sur les suites du rapport Pond, à apporter notre contribution au titre des autorités gouvernementales. Personne donc ne se repose, si je peux dire, sur ses acquis. Tout le monde, en permanence, se remet en cause pour améliorer notre lutte contre le dopage. Ce volontarisme politique, nous en avons eu, je crois, une belle illustration. Avec la nouvelle convention, c'est la première fois, signée entre l'UCI et l'Agence française de lutte contre le dopage pour le Tour de France 2013. Car suite aux révélations de l'affaire Armstrong, aux soupçons légitimes qui ont pesé sur l'UCI et dont Travis Taggart vous a fait part, nous avons travaillé avec l'Agence française, avec la FFC, avec ASO, sur les conditions qui nous paraissaient nécessaires d'obtenir pour ce Tour du centenaire. Et je félicite l'Agence française de lutte contre le dopage d'avoir permis d'obtenir cette convention avec l'UCI et d'avoir toutes les conditions requises, de disposer des résultats du suivi biologique, de disposer de la localisation des coureurs avant le Tour, pendant le Tour. Et nous avons pu voir la pertinence aussi de ces dispositifs à l'occasion du Dauphiné. Les contrôles seront améliorés, mais nous travaillons aussi avec toutes les parties pour que le dispositif de l'OCLAEPS, de la gendarmerie, des douanes soit plus efficace que jamais et que les parquets soient particulièrement impliqués. Travaillons également sur le décret élargissant la liste des agents habilités à rechercher et à constater les trafics de produits dopants. Ils seront prochainement publiés au JO. Vous savez, jusqu'à présent, seuls les officiers et les agents de police judiciaire, certains personnels du ministère, les représentants assermentés de la FLD étaient habilités par l'article du Code du sport à s'attaquer au trafic de produits dopants. Donc ce décret renforcera cette coopération interministérielle dans ce domaine, il est indispensable. Il instituera également une instance nationale de lutte contre le trafic des substances ou méthodes dopantes, organisme qui aura donc cette vocation de mobiliser plus efficacement, de façon coordonnée, l'ensemble des acteurs. Permettra également cette instance nationale de conjuguer les efforts et les ressources du ministère, de la FLD, de la police nationale, de la gendarmerie, des douanes, de la direction de la concurrence, de la consommation, de la répression des fraudes et de l'Office central pour la répression du trafic illicite des stupéfiants, la direction générale de la santé, l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé et le service central des courses et des jeux, ainsi que la MILD. Dans chaque région, nous aurons donc ces commissions régionales de lutte qui seront cette déclinaison des instances nationales. Un dernier point concerne l'industrie pharmaceutique. Le 12 novembre dernier à Paris, conjointement donc avec l'AMA, avec l'UNESCO, avec le Conseil de l'Europe, le ministère des Sports a organisé cette réunion des acteurs du mouvement sportif et des organisations représentatives de l'industrie pharmaceutique, ainsi donc que certaines firmes. Lors de cet événement, les bases d'un processus relatif à la collaboration pharmaceutique ont été présentées et donc les firmes présentes ont été invitées et nous avançons à s'inscrire dans cette démarche pour qu'il y ait ce travail en amont absolument indispensable avant que ces molécules puissent être mises sur le marché, voire éventuellement détournées de leur usage. Un défi compliqué, il n'y a pas de fatalité, nous devons continuer à le relever et sachez que pour moi il est essentiel, indispensable de pouvoir profiter, de pouvoir bénéficier de l'ensemble du travail que vous avez conduit dans le cadre de cette commission d'enquête pour que ce défi, à la fois pour l'éthique du sport et pour la santé des sportifs, nous puissions le faire évoluer collectivement dans notre pays et dans un contexte international qui est évidemment prégnant. Merci beaucoup pour ce moment de propos sans doute un peu long
liminaire. Il n'était pas long, il était très complet. Ça nous évitera de poser un certain nombre de questions, puisqu'il a été très précis.